Bonjour, bienvenue sur ce deuxième talk. On est Pietro et Benjamin, on est deux développeurs et consultants chez Adeline et on va vous parler de vecteurs. Et de plein de vecteurs, surtout plein. D'abord pour se présenter, donc nous on fait partie de la société Adeline, on est des experts en search, Elasticsearch et d'autres. On fait essentiellement du consulting et des formations. On peut avoir également quelques activités de développement autour de ces moteurs de recherche. Et maintenant que cette introduction est faite, on va introduire le sujet en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une recherche lexicale et qu'est-ce que c'est une recherche sémantique. La recherche lexicale, ce qui est le premier domaine de recherche dans Elasticsearch était basé sur des mots-clés, mais n'était pas lié au contexte de ce qu'on pouvait avoir. Par exemple, une négation n'était pas prise en compte. La configuration, le tuning pouvait être assez avancé sur la recherche. Il fallait mettre en place des analyzers avec du stemming, de la lématisation. Par contre, en termes d'exécution et de ressources, elle était peu coûteuse. Au contraire, la recherche sémantique, ils nous disent toujours que c'est très simple à mettre en place, mais d'un côté c'est vrai, mais elle est très coûteuse en réalité. Si on veut faire de la recherche sémantique à l'échelle, voilà, c'est très compliqué, c'est très coûteux. J'aimerais bien vous poser une question déjà. Qui connaît la recherche sémantique et le fonctionnement de la recherche sémantique? Et qui utilise la recherche sémantique en production? Okay. Donc, pas mal de monde connaît, quelqu'un utilise en production. Donc, la recherche sémantique s'appuie sur le contexte des mots, se base justement sur la sémantique, sur le sens sémantique des mots. Elle est basée sur l'architecture des transformers. Donc, les modèles utilisés derrière pour la recherche sémantique sont basés sur ce type d'architecture. Les vecteurs peuvent être utilisés aussi pour le re-ranking. Et après, on a aussi la recherche en deux sauces. Donc, on peut avoir la recherche avec des vecteurs creuses et aussi la recherche avec des vecteurs denses. Ça, c'est un infographique sur comment fonctionne la recherche sémantique en pratique sur Elasticsearch. Donc, sur Elasticsearch, on peut avoir, disons, trois typologies typologies de recherche sémantique. On peut utiliser le type sémantique test. Dans le cas d'utilisation de ce type, on va, Elasticsearch conseille d'ailleurs dans sa page, dans sa documentation, tout va être simplifié. On va juste créer notre API d'inférence. On va définir notre semantic test dans notre mapping. Et on va utiliser le semantic query pour la partie de recherche. Après, on a aussi la possibilité d'utiliser les sparse vectors et les dense vectors. Donc, le type sparse vector et le type dense vector pour faire à peu près la même chose. C'est un peu plus manuel et un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça fonctionne très bien. Donc, on peut déployer localement notre modèle. On peut le faire avec l'API d'inférence directement pour E5 et pour LSR. L'API d'inférence, elle va télécharger le modèle de Hugging Face, par exemple. Elle va le déployer sur notre cluster. Ou sinon, on peut le faire avec Eland. Eland, c'est un client Python. Et on peut uploader avec Eland notre modèle. Et donc, on peut utiliser le modèle. Avec Eland, si on fait ça avec Eland, on a la possibilité d'utiliser la API d'inférence ou le Model Measurement API. Disons que l'API d'inférence, maintenant, elle est plus développée et donc, disons qu'elle est conseillée. Dès qu'on a fait ça, c'est très simple. On va définir notre sparse ou dense vector dans notre index, dans notre mapping. On va définir dans ce cas un pipeline avec un processeur d'inférence. On va utiliser cette pipeline pour indexer notre vecteur. Donc on va faire un bulk, on va envoyer un bulk vers notre index et la pipeline avec le processeur d'inférence, il va transformer nos documents, nos champs de nos documents dans des vecteurs. Et là, on va utiliser le sparse vector ou KNN pour la recherche. On peut faire la même chose aussi pour les modèles qu'on a déployés, qu'on n'a pas déployés dans notre cluster.
Toujours même chose, donc on va utiliser l'API d'inférence. On va définir dans notre mapping le type sparse ou dense vector. Et on va utiliser toujours la pipeline avec notre processeur d'inférence. Et on va faire notre recherche avec le sparse vector ou le KNN. Donc, côté gauche, vous avez une philosophie un peu plus simple. Côté droite, voilà, côté droite, vous avez quelque chose un peu plus complexe, mais aussi que vous pouvez contrôler un peu plus facilement. Dans cette présentation, ça c'est un petit disclaimer, on va parler plutôt des vecteurs denses. Explication très rapide de comment ça fonctionne les vecteurs denses. Dans ce cas, on va vectoriser un chat. Un chat, il aura 3 caractéristiques dans notre cas, donc la taille, l'amicabilité et l'intelligence, l'amabilité et l'intelligence. On va vectoriser nos chats et donc on aura des valeurs numériques qu'on va assigner à nos chats. Ça peut être des valeurs qui vont de 0 à 1. Donc si le chat il est un animal relativement petit, donc il a une valeur de 0,25. On va vectoriser d'autres animaux et on va les mettre dans un espace vectoriel. Donc on va les positionner dans cet espace. On va voir qu'on va avoir des espèces de clusters. Donc on aura un chat et un chien qui se ressemblent et donc ils sont plutôt proches, et un éléphant qui est plutôt différent des deux et qui est plutôt loin. Et c'est comme ça qu'il fonctionne la recherche sémantique, dans le sens qu'il fonctionne sur la similarité entre plusieurs documents. Juste une chose, la similarité va dépendre du modèle qu'on va utiliser. C'est-à-dire que par exemple, si on revient au slide précédent, on voit que l'éléphant est mis à part parce que nos 3 éléments de vectorisation sont la taille, l'amabilité et l'intelligence. Si on avait pris en compte, par exemple, des caractéristiques physiques, comme le fait que ce soit un mammifère ou non, le groupement aurait été différent. Et donc, à chaque fois, suivant le modèle qu'on a, on aura une représentation différente. Donc, le choix du modèle reste très important dans ce qu'on va faire en termes d'utilisation. Excuse-moi, je te rends la main. Et c'est justement pour ça qu'on a vu des vecteurs simplifiés en 3 dimensions, mais la réalité, c'est qu'on a des milliers et des milliers de dimensions. Ici, vous avez un QR code pour avoir la leaderboard des modèles chez Hugging Face. Donc, vous voyez qu'il a des modèles avec 4000, 2000. Le standard, c'est plutôt vers 1000, 1500 dimensions. Donc, on a vu la taille des vecteurs. Là, on se retrouve avec... pourquoi on se retrouve avec des billions de vecteurs? Parce que déjà, on a plusieurs documents dans notre index. On peut avoir des centaines de milliers de documents. Dans notre index, dans nos documents, on aura plusieurs champs. On veut vectoriser peut-être plusieurs champs. Par exemple, on peut vectoriser des champs qui sont des champs textuels. On peut aussi vouloir vectoriser des images. Donc, on va se retrouver avec de la génération de vecteurs qui est faite sur les images. Et ça, c'est l'autre grande capacité de la recherche sémantique qui fonctionne aussi sur plusieurs modalités de représentation de l'information. Donc, de l'image, du son et du texte. Le texte, on va faire des chunking. Donc, on va le découper en plusieurs parties parce que certains modèles sont limités à un certain nombre de tokens. Et après, on va vectoriser les différents chunkings. Même là, on peut vouloir vectoriser le même chunking plusieurs fois et après avoir des stratégies pour avoir la moyenne entre les 2 modèles, la moyenne des scores entre les 2 modèles. On peut aussi vouloir utiliser un deuxième modèle parce qu'on est en train de faire une mise à jour. On avait utilisé un vieux modèle dans le passé. On a voulu introduire un autre modèle et donc on va pouvoir se retrouver avec plusieurs modèles intégrés dans le même document. Et donc, comme ça, on peut se retrouver avec des billions de vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut gérer 1 milliard de vecteurs? Déjà, dès qu'on définit notre index, on doit définir plusieurs éléments. Donc, un de ces éléments, c'est justement l'élément type. L'élément type, c'est aussi important comme la taille des vecteurs, comme le nombre de vecteurs, pour connaître un peu la volumétrie de nos données.
L'élément type, ça définit la partie de notre modèle, donc l'unité de notre vecteur, et donc quelle information elle va être contenue dans chaque unité de notre vecteur. Donc si on a un vecteur de 1024 dimensions, chaque unité, ça va être la partie qui compose cette 1024 dimensions. Et donc sur Elasticsearch, les possibilités sont trois. Donc on peut avoir le float, donc on aura 4 bytes dédiés. On a la byte, donc un seul byte dédié, et on a à la fin le bit, donc le vecteur binaire. La valeur par défaut est bien sûr le float. Je continue. OK. Après, on a aussi le type. Il ne faut pas confondre l'élément type avec le type. Le type, c'est une option dans l'option d'indexation, dans l'index option, qu'on va utiliser pour spécifier quel type de recherche on veut effectuer. Donc, on peut effectuer de la recherche avec du brute force, donc du KNN avec brute force. Donc, dans le KNN pour brute force, on va comparer notre query avec l'ensemble des documents vectorisés. Et dans ce cas, le type va être flat. Et après, on a le Hierarchical Navigable Small Word, c'est un algorithme de recherche avec approximative nearest neighbor, donc recherche approximative, et donc normalement est beaucoup plus rapide. Et c'est une autre, disons, façon pour effectuer notre recherche. Et dans ce cas, on peut utiliser le type HNSW. Et ensuite, nous avons aussi les autres options, donc avec la quantification. Donc, on va voir tout ça. Donc, on va voir comment ça fonctionne le Hierarchical Navigable Small Word et comment ça fonctionne la quantification. Donc, le Hierarchical Navigable Small Word fonctionne sur le Probability Skip List et sur l'idée des graphes Navigable Small Word. Ça veut dire qu'en fait, nos vecteurs ils vont être modélisés sur plusieurs niveaux. Dans chaque niveau, il y aura des graphes. Et en fait, on va explorer chacun de ces niveaux pour récupérer le document plus pertinent. Bien sûr, comme j'ai dit déjà, la recherche approximative, elle est bien sûr plus rapide, mais est bien sûr aussi moins précis. Et ça, c'est normal. Et aussi, comme on a vu, dans l'index option, on va aussi spécifier 2 paramètres normalement. Après, ici, ça les paramètres par défaut. Donc, M, c'est le nombre de nœuds qui vont être connectés sur notre graphe, sur chaque couche dans notre graphe. Et le F construction, c'est la taille de la liste des candidats qui vont être utilisés pendant la construction. Donc, ça veut dire que si le F construction il est plus grande, ça va prendre plus de temps. Et bien sûr, si M il est plus grande, ça veut dire que la recherche, ça va prendre plus de temps. Et au contraire, si c'est plus petite, voilà, ça va prendre moins de temps. Donc on peut voir qu'on a plusieurs méthodes de quantification, 3 ici, binaire, scalaire et produit, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Donc comme à chaque fois, il va falloir faire son choix en fonction de ce qu'on veut obtenir au final. La quantification binaire qui sera la plus rapide et la plus efficace en termes de mémoire, donc celle qui va vous consommer le moins de ressources. La quantification scalaire qui aura une perte de précision qui sera bien moindre. Et enfin, la quantification produit qui, elle, aura un ratio de compression plus élevé. Donc là, il va falloir choisir sur ce qu'on veut faire. En termes de RAM, on va se rentrer dans les formules mathématiques, et c'est là que ça devient fun. Il faut calculer de combien de mémoire on va avoir besoin pour gérer nos vecteurs. Donc la formule est relativement simple, c'est le nombre de vecteurs multiplié par la taille des vecteurs, multiplié par la taille du type, auquel on additionne le nombre de vecteurs fois 4 fois le HNSW M. Donc le M qu'on a précisé quelques slides auparavant. Donc si on a actuellement 1 milliard de vecteurs, avec encore une fois 1 milliard, donc avec 1024, donc un petit modèle,
Quand on a des modèles qui sont en 4096, là on est sur du 1024, donc c'est un des modèles les plus standards et les plus légers, on est déjà à 3,8 Tera de RAM. Donc forcément, on peut faire fumer une machine très vite. Avec la quantification, on gagne un peu, tout petit peu. C'est le nombre de vecteurs multiplié par la taille du vecteur plus 4. Donc là, on arrive à 610 gigas. Forcément, tout de suite, les archi-systèmes sont plus heureux, ils nous font des sourires quand on les croise dans les couloirs. Et ça, c'est la quantification avec Intuit. Donc, imaginez qu'on va prendre des vecteurs qui ont un element type égal à le float 32, donc 4 bytes. On va les réduire dans 1 byte, et donc on va réduire normalement de 4 fois la nécessité de mémoire. Mais après, on a d'autres typologies de quantification. On a récemment, oui, il y a quelques mois, Elasticsearch a introduit la BBQ. Dans ce cas, c'est Better Binary Quantization. Et donc là, ça va réduire encore plus parce qu'on va descendre chaque élément de notre vecteur, il va être transformé dans un bit. Et normalement, ça dépend, c'est des stratégies en fait. Si l'élément de notre vecteur il est inférieur à 0, il va devenir 0. S'il est supérieur à 0, il va devenir 1. Et donc, chaque float, il va devenir un bit. Donc, comme ça, on va réduire bien sûr la consommation, mais les performances, ils vont être pas terribles. Voilà, il faut trouver toujours des compromis. Et donc ici, vous avez un peu un graphe qui représente déjà toutes les formules mathématiques pour calculer combien de gigaoctets vous avez besoin au niveau de la RAM pour faire fonctionner votre recherche sémantique. Et vous voyez bien que voilà, avec BBQ, c'est 189. Donc ça fait énormément de moins comparé à la vectorisation sans quantification. Le barbecue, c'est toujours meilleur. Voilà. Et donc, bien sûr, imaginons la configuration standard dans notre cluster Elasticsearch. Donc, on a notre 64 Go de RAM pour chaque nœud. On a 32 Go de RAM qui sont pour la GVM, pour avoir les bénéfices des pointeurs et de la garbage collector. Les vecteurs, par contre, sont stockés hors heap, donc sont dans le file system cache. Et donc, si on fait le calcul, voilà, on a 32 Go de RAM disponibles à peu près, parce que ça c'est en simplification, parce qu'on va, en réalité, dans la file system cache, on ne va pas juste stocker les vecteurs, bien sûr. Donc, on va simplifier, on va dire, on a 32 Go de RAM pour garder nos vecteurs, on a 610 gigaoctets de vecteurs dans le cas de la quantification Intuit, et donc on aura besoin de pas mal de nœuds, donc 20 nœuds data, nœuds master, nœuds coordinateur et peut-être des nœuds ML aussi pour regarder nos modèles, pour faire de la recherche sémantique dans le cluster, pour faire de la vectorisation dans le cluster. Donc déjà avec la quantification, c'est pas mal de nœuds, mais imaginez sans quantification, ça fait peur. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité d'accélérer les opérations de recherche, par exemple lors du démarrage du cluster. Vous pouvez faire précharger les vecteurs dans votre file system cache. Ça se fait normalement par le setting de notre index. Et vous avez les différents types de vecteurs que vous pouvez charger. Donc, vous avez VEX pour le graphe, VEQ pour les vecteurs quantifiés et VSI pour les vecteurs non quantifiés. En termes de mémoire disque, parce qu'on parle de RAM, mais il y a aussi de la mémoire morte à stocker. Donc au niveau du disque, là, on va être sur, encore une fois, une belle formule mathématique. Nombre de vecteurs multiplié par la taille du vecteur, multiplié par la taille des éléments types. Donc 1 milliard fois 1024 fois 4, puisqu'on est sur des flottes, et donc on est à 3 Tera 8 de stockage pour ces informations-là.
On dirait que c'est plus simple, parce qu'avant, on avait le hierarchy of navigable small world à charger, mais ce n'est pas plus simple. Quand on a la quantification, forcément, la formule devient un petit peu plus complexe. Je vais encore vous faire la lecture. Donc, ce sera nombre de vecteurs fois taille de vecteur fois taille des éléments du type, plus nombre de vecteurs fois taille de vecteur fois taille du type, pour la quantification. En fait, on va stocker pas juste nos vecteurs originaux, mais aussi les vecteurs quantifiés. Les deux, ils vont être stockés dans un objet qui s'appelle KNN Vector. Vous pouvez utiliser la commande disk usage pour savoir plus, pour voir comment votre mémoire est utilisée. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas exclure totalement vos vecteurs dans votre mémoire disque, vos vecteurs originaux, dans le sens, voilà, vous avez les vecteurs quantifiés, les vecteurs en float 32, tous les deux vont être sauvés en mémoire disque. Et en plus, ça va être dans votre objet KNN Vector, comme j'ai dit avant. Mais les vecteurs originaux, ils vont être stockés aussi dans source. Donc, vous avez 2 fois le vecteur original plus 1 fois le vecteur quantifié. Par contre, heureusement, c'est possible de désactiver l'enregistrement des vecteurs source originaux dans source. Donc, il faut juste exclure, comme on fait toujours avec tous les autres champs. Par contre, vous allez perdre la possibilité d'effectuer, par exemple, des rendex. Et donc, ça, c'est justement la différence, vous voyez, entre le stockage sans source et stockage avec source. Donc, sans source, vous voyez que Float32, vous avez 3 Terabytes. Et Intuit, normalement, ça devrait être plus léger, ça devrait être plus petit, mais en fait, vous avez 4 Tera7, parce que vous stockez Float32 plus le vecteur quantifié. On ne peut rien faire, presque. Et avec source, bien sûr, vous gardez 2 fois le vecteur en Float32 plus le vecteur quantifié. Donc, on ne peut rien faire presque, parce qu'en fait, on peut réduire la mémoire à moins de 1 Tera de consommation. Et c'est ici qui rentre en jeu la quantification à l'extérieur de notre cluster. Donc, je vais juste retourner sur nos slides vite fait. Comme je disais avant, on a... c'est trop de slides là. Ouais. Comme je disais avant, donc on a notre element type et notre type. Ici, on va changer l'élément type. Donc, on va indexer pas des vecteurs en float, mais on va indexer des vecteurs en bytes ou peut-être aussi des vecteurs en bits, comme on va voir après. Retournons à notre... Et donc, on peut faire par exemple de la quantification externe. On peut passer par des scripts Python. On peut utiliser les librairies de Hugging Face. Dans ce cas, on a utilisé la librairie Syntax Transformer avec de la quantification. Et c'est très simple. Dans ce cas, on a pris des textes. Donc, I'm driving to the lake. Et on a défini que la précision doit être plutôt binaire. Et donc, on va transformer les vecteurs. Normalement, ils sortent en float. Là, ils vont sortir en format binaire. Ou sinon, on peut faire aussi de la quantification avec un pipeline, avec un script. Donc, dans ce cas, on va faire du min-max. Donc, on va récupérer la valeur le plus élevée dans notre vecteur, la valeur le plus petit dans notre vecteur, et on va faire de la simple normalisation. Voilà, on va faire rentrer en float 32 dans l'espace dédié en Intuit, donc de 4 bytes à 1 byte. Et c'est de la normalisation. Donc là, vous avez le script. Et on peut jouer ça dans un pipeline. Et donc, on peut le faire avec un rendex ou juste spécifier cette pipeline comme un pipeline de default au niveau de la configuration de notre index. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu sur cette présentation? Le fait que la recherche vectorielle peut être extrêmement coûteuse en termes de ressources, mais qu'on peut réduire ces coûts en adoptant les bonnes stratégies en termes de quantification, de chunking et en excluant les sources pour gagner de l'espace disque. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On va explorer comment les performances changent quand la RAM devient insuffisante. Donc il faut surveiller un petit peu nos performances de recherche.
Et ensuite, on va petit à petit optimiser la recherche grâce aux différents types de modélisation jusqu'à trouver celui qui correspond le mieux à ce qu'on veut obtenir au final. Merci.